Ouais, bon, je vais parler de ma conférence qui est Store Sécurité Anonymité. Ben, pas moi. Euh, à propos de moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis un étudiant à l'université qui va commencer sa deuxième année bientôt, très bientôt, et qui a commencé l'informatique en 2016 et qui a un intérêt pour le réseau, le code et l'hacking. Et la façon que il y a une anecdote intéressante avec les réseaux, comment j'ai pu interagir avec les réseautique. J'étais intéressé par principalement Linux et l'Allemagne. Puis j'ai rendu compte de plein de blocages de contenu. Puis ça m'a intéressé de investiguer plus loin dans ces blocages-là. Puis ça m'a fait découvrir éventuellement Tor, les VPN et tout le kit. Et la présentation serait divisée en plusieurs parties. Pourquoi il faut protéger l'information qui doit être transmise? On parlait un peu du fonctionnement de Tor, comment ça marche, l'étude des cas d'études de failles de personnes qui se sont fait prendre à cause qu'ils ont utilisé Tor, mais d'une façon qui est pas très optimale. Des conseils pour éviter ce genre de situation, puis aussi je vais faire un overview des autres outils qui peuvent aider à masquer, débloquer du contenu, masquer l'identité. Pourquoi il faut protéger l'info, notamment? Il y a des sur le Darknet, il y a une raison pourquoi il existe, c'est surtout pour faire des communications sur des sujets sensibles qui pourraient attirer l'attention sur les yeux de certaines personnes. Et aussi de permettre de cacher les recherches à risque. Donc, notamment avec le site Wikileaks qui utilise le Darknet pour faire du transfert d'informations, ainsi que le TorChat qui est un système de chat anonyme. Et vous voulez savoir quel type d'information qui est risquée dans le fond, qui pourrait attirer l'attention. Ce serait, par exemple, des communications de dissidence politique, d'organisations de désobéissance envers certains gouvernements tyranniques, dont notamment la Chine et la Russie, des personnes qui expriment des opinions différentes de ceux qui sont de la norme dans certaines situations, partager de l'information non censurée, de faire le partage, envoyer les nouvelles, mais de façon que qu'il soit honnête et que de façon comme il devrait être dit, pas modifié pour plaire certains intérêts. Aussi, de faire des transferts de documents confidentiels, dont notamment Wikileaks en 2013, qui ont fait le transfert des leaks Snowden, qui a permis de savoir que on se faisait espionner, ou les leaks en 2007 sur la guerre en Afghanistan, qu'il y a des soldats américains qui ont attaqué des Afghans innocents à cause qu'ils prêtaient main à deux personnes blessées dans la rue. Puis aussi, ce que j'ai entendu parler au DEFCON une fois, puis que ça pouvait être utilisé Tor, c'est que des fois, en cherchant des conditions médicales, par exemple, pour savoir qu'est-ce qu'on a, puis si on devrait aller à l'urgence ou pas, lorsqu'on sent plus ou moins bien, les compagnies d'assurance maladie peuvent regarder ça, puis augmenter nos primes à cause de ça. So, il est très important dans ce cas de cacher que ça pourrait être une recherche à cacher, surtout pour éviter les augmentations de primes injustifiées juste parce qu'on est curieux d'une certaine façon à une maladie, des symptômes, ou toute information intéressante pouvant demander la censure ou la surveillance, dont notamment toute autre information comme des nouvelles, des communications, des recherches X, des rencontres, des lieux sur des rencontres plus ou moins rapports. Ce que je vais expliquer après qu'est-ce qui est arrivé. Pourquoi j'ai décidé de faire notamment la présentation, c'est à cause de plusieurs événements qui sont passés au cours des dernières années, qui ont relevé de la font partie de la censure ou qui ont été personnes ont fait essayer de faire silence sur l'opinion d'autres pour des raisons X. Donc, notamment, il y a quelques semaines, il y a un article sur The Register qui disait que la Chine et la Russie voulaient bloquer les VPN pour la simple et bonne raison qu'ils pouvaient accéder aux nouvelles de l'Ouest, puis il y a des communications pas pouvant mener à l'organisation de manifestations ou des nouvelles qui sont plus ou moins correctes sont ces dirigeants-là. Aussi, il y a un autre cas qui est intéressant, puis c'est un cas que ça dépend de qui tu es, mais des fois, tu vas considérer ça plus ou moins bon.
Il y a en début février, il y a un speaker controversé qui est Mino de Yiannopoulos, qui était aux États-Unis faire une conférence sur ses vues politiques. Puis il s'est fait menacer de mort, puis il a dû sauver pour sa vie, ou sinon les personnes qui étaient pour, qui ont saccagé le lieu, il était sur le bord de le tuer. Il était à 2 cheveux de mourir. Oui, parle des cas comme Burlerman ou d'autres cas que des personnes ont été faillies, mortes ou emprisonnées juste parce qu'ils ont dit quelque chose qui allait contre la norme. Aussi, en sens ça, il y a Turquie, après l'attentat en Turquie, Erdogan a bloqué Wikipédia parce qu'il pensait que ça aidait son j'ai un blanc de mémoire, son opposant Gulen. Ou sinon, il y a les fameuses histoires de Hong Kong et la Chine sur les livres. Les livres qui sont bannis, puis les libraires faisaient en sorte de faire la libre circulation du savoir tandis que le gouvernement chinois les a pas, puis les kidnappaient, puis les torturaient. Après ces libraires-là, juste pour faire une transmission de savoir. Puis aussi, il y a le cas très fameux au Canada de Ralph Badawi qui se passe, qui a fait juste un blog de nouvelles qui était contre les opinions de l'Arabie Saoudite, puis il a été condamné à recevoir plusieurs coups de fouet juste pour une opinion dissidente. En parlant de ces cas, qui sont les menaces, dans le fond, pour les différentes informations qui circulent sur l'Internet? Notamment les politiques, les gouvernements absolutistes, dont notamment la Chine et la Turquie, des extrémistes de toutes sortes, que ce soit des extrémistes de gauche, de droite, religieux, whatever, qui sont prêts à tout commettre pour faire le silence de l'information qui les contredit comment dire ça? Désolé, je suis un peu socially awkward, mais beliefs. Ou aussi, qu'on voit plus en plus aux États-Unis puis dans d'autres pays, le political correctness, où que certaines opinions, à cause sont pas qui peuvent offenser beaucoup de monde, sont censurées. Dans ce monde-ci, où que la surveillance et la censure sont très en demande, quels outils, et je me suis posé la question, quels outils on pourrait utiliser pour se protéger dans le fond de situations inconfortables, pouvant mener notre vie à mort. Il y a des outils qui s'appellent les darknets, les réseaux cachés, comme le Tor Network et I2P, les logless VPN comme le VPN que je montre ici, Tor VPN, qui permettent de communiquer, de faire du transfert de pays et du geo-blocking sans se faire reconnaître, puis que la compagnie aucune des compagnies Internet ont aucune façon de déterminer ton activité, ou encore les chats encryptés comme CryptoChat. CryptoCat, je voulais dire. Parler un peu de Tor. Tor a été créé par le US Naval Research Corporation vers 94-95 pour les opérants vivant dans les pays où que l'Internet pouvait censurer afin de transmettre de l'information notamment d'espionnage ou d'autres opérations, d'informations d'autres opérations qui pouvaient compromettre ou que les autres pays, qui voulaient pas que les autres pays sachent. L'idée a été développée. Puis en 2001-2002, il y a eu le premier client open source, le premier client a été rendu disponible sur Internet pour que le grand public puisse y accéder. Puis après ça, en 2004, un organisme américain qui favorise les droits individuels, les droits de liberté de presse et de liberté de vie privée, l'EFF a décidé de prendre en charge et de financer le projet. Vous voulez savoir Tor, c'est notamment un réseau de plusieurs peers et de plusieurs nodes qui utilisent un serveur pour lister toute la liste de ces nodes-là disponibles dans le monde. Et ça utilise et que ça fournit aussi un proxy SOX pour le DNS, les requêtes DNS qu'on va parler plus tard. Or, à travers les différents nodes. La première étape, c'est que le client se connecte au directory server qui va donner la liste des nodes disponibles partout dans le monde en même temps.
Après ça, c'est que le client va se connecter au node par connexion P2P. Ça va pas être serveur à client, mais ça va être les différents clients qui permettent le transfert de nodes. Ils vont se connecter ensemble. Puis les entrants et exit nodes, ça va être partout dans le monde. Ça va être des ordinateurs de vendeurs qui vont être disponibles partout dans le monde, qui vont être choisis au hasard dépendant de la disponibilité. Puis à chaque fois, ça va encrypter le trafic interne avec une encryption de type RSA. J'essaie de trouver de l'information sur Tor pour l'encryption, puis c'est le plus jour que j'ai pu, jour que de 1024 bits entre chaque node, ce qui explique notamment la lenteur lorsqu'on envoie une requête du réseau interne Tor vers un réseau externe, pour aller sur le ClearNet. Puis aussi, les nœuds se régénèrent à chaque requête. Le entry et le middle puis exit node changent randomly en fonction de chaque requête. Puis ils en réencrèvent en utilisant le même protocole à chaque fois que tu refresh une page ou tu vas cliquer sur un lien puis pour aller sur un site Internet. Il y a plusieurs méthodes pour accéder à Tor qui existent, dont notamment une des plus sécures, le navigateur, le système d'exploitation Tails, que je vais pas aborder durant la présentation. Un client, comme par exemple le système d'exploitation Gentoo Gentoo Wiki offre une parfaite documentation pour savoir comment c'est Tor pour que toutes les applications installées sur l'ordinateur puissent s'y connecter. Mais c'est un désavantage, c'est qu'il faut configurer tout en même temps. Pour ceux qui veulent juste naviguer l'Internet et les services cachés, il y a un service qui s'appelle le Tor Browser Bundle qui permet d'installer sur presque tous les systèmes d'exploitation une version du Tor Browser sécurisée, si mise à jour correctement. Puis il y a aussi une autre option intéressante que j'ai expérimenté avec NordVPN et certains autres VPN dont Tor VPN, c'est qu'ils permettent notamment d'utiliser le Tor Network pour se faire leur requête à partir du serveur VPN. Pour cacher ta localisation pour cacher la localisation du serveur géographiquement. Puis offre une meilleure sécurité. Le réseau Tor a plusieurs avantages. Il permet d'être anonyme et encrypte les communications afin de les rendre sécures, afin de rendre ces dernières sécures et permet notamment à des dissidents dans plusieurs pays, comme notamment la Chine, la Turquie et certains autres pays d'accéder à des sites comme Wikipédia ou des sites de nouvelles comme le Guardian ou le New York Times qui peuvent être assez critiques de certains gouvernements des fois, puis il y a de l'information presque non censurée. Et permet d'avoir une liste de services cachés qui sont seulement accessibles par Tor. Un navigateur Tor. Il y a plusieurs services il y en a des tonnes de services, dont certains qui sont légaux, certains qui sont illégaux, dépendant de la juridiction, mais il y a plusieurs services. Ça, c'est des services que je sais qu'ils sont encore actifs. Donc, notamment WikiLeaks, qui permet de notamment upload les documents des leaks par le browser Tor pour accéder à ça. Il y a aussi un journal non commercial qui base de donation qui s'appelle ProPublica qui permet l'accès aux nouvelles partout qui ont utilisé. Et Tor pour permettre un meilleur accès aux nouvelles dans les endroits censurés. Il y a aussi le moteur de recherche anonyme DuckDuckGo qui permet de search l'Internet non caché. Il y a aussi un article que j'ai trouvé intéressant pour ceux qui sont en sécurité et qui veulent voir leur configuration sont bien à jour pour maximiser les leaks et pour maximiser la protection contre les leaks et tout ça. How to Exit the Matrix, c'est un blog sur le Darknet expliquant toutes les configurations de sécurité à savoir pour éviter de se faire snoop sur le Darknet. Puis aussi, il y a plusieurs services de courrier anonymes, dont Gorilla Mail. Puis il y a plusieurs autres que j'ai pas listés, mais qui sont disponibles sur le Hidden Wiki. C'est pour ceux pour eux autres qui veulent faire la recherche. Ouais. Mais quand il y a des avantages, il y a toujours des désavantages avec une technologie. Notamment, le premier désavantage, c'est que le Tor, c'est pas infaillible. Aucune technologie est infaillible aux vulnérabilités de sécurité.
Il y a possibilité, il y a eu des cas il y a quelques années, notamment dans le point où que DEFCON 22 a été première, est passé, du monde qui ont été, comment dire ça, identifiés à cause qu'ils n'ont pas fait une étape, ils ont skippé une étape dans la configuration de sécurité pour X raisons. Aussi, le réseau Tor, pour ceux qui l'utilisent, qui l'ont déjà utilisé, puis qui ont déjà mis la sécurité maximum, ça peut être extrêmement lent, comme une connexion d'Internet à dial-up des années 90, mais sur un Internet d'aujourd'hui. Puis aussi peut être identifié par les ISP par les pays, dont notamment la Chine, qui a fait plusieurs efforts. Or, depuis quelques années, ça fait au moins 10 ans, qui ont fait des efforts pour bloquer le réseau Tor de leur pays. Il y a plusieurs exemples de négligence qui peuvent se passer au niveau du réseau Tor. Par exemple, la première négligence qui est la plus commune, c'est de ne pas mettre son système à jour. Et il y a eu un cas très fameux en 2012-2013 à propos de ça, dont Freedom Hosting qui s'est passé. De ne pas faire attention, il y a un autre cas de quelqu'un qui s'est fait pris à cause qu'il n'a pas fait un recount du réseau, puis il n'a pas analysé le trafic pour voir s'il y avait l'espionnage sur le réseau et tout ça, l'identification. Aussi, il y a un autre cas que quelqu'un a exposé l'origine de ses paquets réseau à cause qu'il a décidé de skipper tard une fois parce qu'il voulait économiser du temps, il était un peu large sur cette fois-là. Ou sinon, de relever de l'information identifiable sans s'en rendre compte. Ce qui veut dire, par exemple, de poser des affaires sur le darknet qui pourrait mettre sa identité révélée, pas faire attention au leak, puis que ça révèle ta vraie adresse IP ou vraie adresse MAC ou vraie localisation et tout. Puis d'informations qui pourraient être identifiables ou ta localisation géographique où l'individu peut être. Comment sécuriser Tor? Il y a plusieurs façons de sécuriser le réseau Tor. Donc, notamment, d'utiliser un proxy pour le DNS. Le DNS, c'est quelque chose de très important. Surtout quand on le fait manuellement. Si on télécharge le Tails ou le browser bundle, il n'y a aucun, c'est déjà configuré pour le DNS pour éviter les exploits. Aussi, utiliser un pont peut être utile pour éviter de se faire snooper et se faire identifier. Donc, notamment le pont le plus commun qui serait le OBFS4, qui est un des ponts les plus connus et recommandés du système Tor. D'exécuter le système Tails en système live pour notamment éviter les problèmes avec les traces qui pourraient être identifiées par les équipes de forensic. Mettre le système à jour, moi j'ai mis surtout OS et Tor parce que ça c'est le système d'exploitation et peut contenir plusieurs failles qui peuvent identifier notamment des leaks SSH, des leaks de plusieurs protocoles qui pourraient identifier le réseau. Et puis plusieurs leaks. Bon. Et puis l'avantage, c'est le réseau Tor lui-même parce que avec tous les composantes reliées, parce que si on fait pas, comme je vais montrer plus tard dans la présentation, que si on fait pas attention à updater le Tor, aucune de ces composantes, il peut arriver on peut se faire pogner. Ou sinon, une autre façon, c'est si on utilise un service, dans le fond, comme Tor ou VPN, il faut l'utiliser régulièrement pour éviter l'impression que les personnes qui puissent voir qu'on est Tor associent toujours ça à des mauvaises actions, des actions qu'on voudrait pas qu'ils sachent. Aussi, il faut faire très important, il faut surveiller le réseau qu'on est dessus pour voir s'il y a des mesures de protection, des mesures de tracking comme le trackage des adresses MAC, savoir différents services, qu'il y a du logging, est-ce qu'il y a plusieurs services qui ont été activés pour faire en sorte de rendre ça plus facile pour l'identification. La première étape pour la sécuriser un réseau, ce serait d'utiliser un domain name server différent. Ça peut compromettre la sécurité entière juste parce que nous, les humains, on utilise du texte pour identifier, pour se rappeler des adresses
de l'information et pas des chiffres. Ça, on a besoin d'une étape pour la traduire les lettres en chiffres. Ça s'appelle le DNS. Comme par exemple, si on veut aller sur un site comme google.df, il faut utiliser, si on ne connaît pas l'adresse IP directement, il faut taper google.df, il faut qu'un serveur fasse transférer la requête, transférer ça en adresse IP normale. Et aussi, il faut utiliser comme je dis tantôt, le DNS de Tor avec le SOX proxy pour éviter de se parler. Comme il y a une bonne image ici qui explique le DNS VSP que ça peut faire, que ça peut leak l'information que même si tu as des sécures, l'information que tu aurais cherché, et que ton ISP qui surveille, qui own le serveur DNS puisse le savoir. Une des alternatives à ça, ce serait d'utiliser un service de DNS libre comme OpenDNS qui n'est associé à aucun ISP ou aucun pays en particulier. Qu'est-ce qui arrive à un DNS? J'ai fait une image, j'essaie de faire un graphique de la région pour expliquer un peu ce qui pourrait arriver dans le cas si on ne sécurisait pas le DNS total. On va dire que Thomas Muller veut aller sur le site du Guardian. Il utilise un VPN sans DNS dans ce cas pour y aller. Il faut qu'il connecte au DNS server, puis sa compagnie Internet de checkable, il sait qu'il est allé sur le Guardian, puis il a demandé l'adresse IP, même s'il utilisait un VPN ou un proxy pour aller sur Internet. Pour aller sur Guardian, sa compagnie d'Internet sait qu'il est allé sur ce site-là parce qu'ils ont le serveur DNS, puis c'est le site Internet, c'est quoi? Le site Internet, c'est quoi l'adresse où il est allé? Il y a plusieurs façons de tester les leaks DNS. En premier, il faut savoir son service de DNS de base avec avec l'ISP que tu utilises ou le VPN que tu utilises ou whatever, la connexion de base. La deuxième étape, ce serait d'utiliser comme un DuckDuckGo, d'aller taper What is my IP, puis il faut que ça apparaisse une affaire différente que l'IP que tu as d'habitude. Puis tu passes plusieurs tests, tu testes pour voir si c'est dans le même pays. Et tout ça, même Internet Service Provider, il y en a avec les cartes et tout ça, tu vas voir ça. Puis après ça, si ça a tout configuré correctement, test de DNS leak test, il y a plusieurs services là. Moi, les deux personnels que moi j'utilise et je les ai testés, ce serait dnsleaktest.com avec, ça c'est une adresse d'un IP d'Italie d'un service VPN gratuit. J'ai pas caché l'adresse parce que n'importe qui peut l'avoir. Puis aussi TorGuard qui permet de chercher d'avoir une adresse, des IP des adresses IP les DNS utilisées efficacement. Pour éviter un DNS leak, j'ai fait un diagramme. C'est un peu plus compliqué, parce que je voulais savoir que Store était configuré correctement. Comment éviter un DNS leak? En premier, il faut utiliser un de ces tests-là, run plusieurs tests de DNS, dont notamment les autres que j'ai montré, puis voir les DNS de base. Comme par exemple, moi, je teste une connexion de l'Allemagne. Tous les DNS, ils venaient d'Allemagne. Puis ça, j'ai utilisé le browser Tor pour vérifier pour aller sur le EdenWiki puis plusieurs autres sites, mais j'ai fait pendant ce temps-là le même test DNS. C'était un peu plus long, mais ça montrait le DNS de chacun des ISP des Tor ExitNode disponibles. Puis il faut s'assurer que les deux ne corrèlent pas ensemble, ou sinon ça veut dire qu'on a un problème de leak. Puis il faudrait éviter à tout prix d'utiliser le Tor à tout prix puis aller réparer le plus rapidement possible. Une autre option, ce serait d'utiliser ce qu'on appelle un bridge relay ou en français, j'essaie de traduire un pont. Ça permet de bypass les connexions censurées à Tor parce que les ISP peuvent reconnaître que tu es allé sur le Tor Directory Server. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça fait, mais ils savent que tu as connecté sur le service en tant que tel. Un des tests un des fonds les plus connus, c'est WFS4, qui est un fond utilisant le TCP, l'obfuscation des paquets pour cacher l'adresse IP régulière.
Puis en 2008, j'ai mis le Great Firewall of China parce qu'en 2008, le gouvernement chinois, ils ont rendu compte qu'il y avait trop de monde qui se connectait à Tor, puis ils ont bloqué tous les Tor Directory Server, puis presque tous les systèmes de données à Tor parce qu'ils permettaient de bypasser leur censure de savoir quel site Internet que les Chinois pouvaient accéder sur Internet. Qu'est-ce qu'un pont? Je vais expliquer plus en détail. Un pont, c'est un relay, dans le fond, comme un serveur proxy qui n'est pas reconnu officiellement par le réseau Tor, puis il n'est pas dans le Tor Directory Server. Donc, il permet d'éviter lorsqu'il y a une censure ou un blocage de Tor par le réseau, par un firewall ou par l'ISP ou whatever, au niveau du pays ou de l'ISP. Ça permet d'aller se connecter indirectement au réseau Tor en passant par ce serveur-là, qui est notamment un des nodes pas reconnus. Pour l'anonymisation recommandée, j'ai lu sur le site de Tor, il disait que si pour l'anonymisation la plus maximale lorsqu'on surfait Tor, il fallait utiliser soit le pont OBFS3 ou OBFS4, parce que ça utilisait le TCP offusqué qui rendait les paquets presque illisibles lorsqu'il y avait le trafic était signifié et par un détecteur de paquets comme Wireshark. Une autre méthode, ce serait d'utiliser le système Tails. Tails, c'est une distribution Linux Live qui utilise le réseau Tor par-dessus TCP/IP pour les connexions par défaut. C'est basé sur le système d'exploitation Debian qui est reconnu pour être très stable et très sécure dans le monde Linux. Et une des caractéristiques, c'est qu'il peut être run d'un flash drive directement de faire un contenu du flash drive vers la mémoire RAM sans accéder nullement au disque dur, même pas une fois de l'ordinateur que tu l'utilises dessus. Puis aussi, le système live, dans le fond, à chaque fois que l'ordinateur est fermé et allumé, il n'y a aucune information que sur le disque. Il n'y a aucune information qui peut mener qui est sur l'ordinateur utilisé, que la personne a utilisé Tails, alors que le BIOS a été changé ou le FIP a été changé pour booter sur la clé USB. Ça n'a pas de détectable. Il y a des raisons pour qu'on voudrait utiliser Tails à place de configurer Tor sur son système. Notamment si on est paranoïaque ou qu'on veut essayer d'éviter d'éviter de laisser des traces d'activité qu'on peut avoir sur notre disque dur local d'une machine qu'on utilise. Notamment si on veut pas deal avec les configurations de sécurité puis voir est-ce que c'est correct et tout ça, on peut télécharger Tails, juste brûler en utilisant Linux Pendrive, Linux Pendrive Trader logiciel, puis qu'on crée les USB puis utiliser le démarrage. Ça au démarrage puis éviter. Pour notamment éviter la anonymisation logicielle au maximum si c'est mis à jour sur le dernier DVD sur le site de Tails a été téléchargé. Puis aussi, la raison la plus importante pour utiliser Tails, ce serait que l'ordinateur qui a été utilisé, si des personnes en forensic réussissent à l'obtenir, ils peuvent faire faire les scans qu'ils veulent, chercher tous les fichiers qu'ils veulent, puis voir aucune trace sur l'ordinateur qui a utilisé, que Tails a été utilisé. À part le fait que le BIOS ou le FI va dire que ça a booté sur une clé USB ou d'un CD. J'ai lu sur le site de Tails des recommandations qu'il y avait pour l'utilisation du réseau. Notamment, qui est très trivial, très important, ce serait d'utiliser toujours la version la plus récente sur le site Internet qui est disponible. Aussi, lorsque la fonction persiste, il y a une fonction sur les live USB stick d'activer la persistance qui permet de sauvegarder les configurations ou des fichiers pour qu'à chaque fois que tu boot de ça, ça ait toujours les mêmes configurations que tu usais. Va être obligé, ça, il faut le désactiver à tout prix si on utilise Tails, parce qu'il pourrait y avoir du malware qui se ramasse ou d'autres fichiers pour pouvoir identifier. Et aussi, il faut encrypter les documents. Si on télécharge des documents,
il faut les encrypter pour éviter de faire en sorte que les documents soient que ce soit en plein texte, que ce soit lisible, le fichier, le type de fond. Moi, je vais vous avez ça. Puis aussi, très important, c'est de faire très attention aux métadonnées des fichiers sauvegardés. Par exemple, on peut de faire attention de savoir c'est où l'origine par exemple, d'une photo ou lorsqu'on crée un document PDF, de s'assurer d'éviter de savoir de d'éviter de révéler l'auteur du document PDF, ce type de données-là qui pouvait identifier le créateur. Puis aussi une autre affaire qu'il disait au cours des fichiers que j'ai pas mentionné, c'est que si on télécharge des fichiers sur Tor, il est très vital d'utiliser une machine virtuelle ou un ordinateur qui n'a pas d'accès réseau parce que c'est en ouvrant certains fichiers, dont notamment des docs, des documents Word ou des PDF, ça peut envoyer des informations sur Internet d'identifier. Puis aussi, lorsqu'on utilise Tor Browser sur Firefox, lorsqu'il détecte un certificat invalide, il faut faire très attention puis pas aller sur le site parce qu'il risque d'avoir que le certificat soit invalide par sa lettre qui va être brisé de façon cryptographique ou que le certificat a été modifié de façon volontaire pour permettre un backdoor dans le certificat pour que quelqu'un puisse louper le trafic plus facilement. Il faut aussi, qui est aussi très important avec le réseau Tor puis tous les composants, c'est de mettre à jour. Si on utilise un système tel, c'est d'assurer que d'aller sur le site assez fréquemment, voir si on a la version de l'ISO, c'est la même que celle qui est disponible dans le new version. Et si on est dans un système plus local, comme Windows ou Linux ou Mac, c'est dès que les mises à jour sont disponibles, de minimiser au maximum le délai entre le jour où l'update a été release, rendu disponible, puis la journée puis le moment où il a été patch. Donc, notamment quand on utilise le Tor Browser, ce que je recommande et qui est recommandé de faire, c'est lorsqu'on voit le petit bouton ici, avec le point d'exclamation qui blinque comme un GIF, de vérifier dans notre Tor Browser Update avant de faire ça, parce qu'il peut arriver que si on ne fait pas ça, qu'il pourrait avoir des vulnérabilités qui ne sont pas patch et qui pourraient leak l'information, comme dans le cas suivant. Il y a un cas en 2012 d'une compagnie qui s'appelle Tormail, 2012-2013, de Freedom Hosting qui offrait le service de courriel Tormail, notamment, un de leurs services. Le créateur a été pas pris parce qu'il n'y a pas eu un exploit développé par la NSA à l'époque parce qu'il y avait le symposium anti-Tor puis il voulait attaquer Firefox. Il y a un exploit JavaScript. Puis à l'époque, le Tor browser n'utilisait pas l'extension NoScript qui permet de bloquer le JavaScript malicieux puis bloquer tous les scripts malicieux pour éviter la dénomination maximale. Puis la personne avait Firefox ESA 17, le Tor browser basé là-dessus, sur cette version de Firefox, qui était vulnérable à l'époque parce qu'il fallait faire la mise à jour à Firefox 21 pour éviter de se faire rendre vulnérable. Puis la personne s'est fait notamment des hackers Anonymous puis de la NSA, ils l'ont hacké, puis s'est ramassé en prison pour pour notamment avoir un service caché qui a des contenus qui seraient pas éthiques ou légaux de parler ici devant cette fois. Aussi, une autre façon d'éviter de se faire anonymiser, ce serait d'utiliser le browser Tor de façon constante. Ce que je veux dire par façon constante, l'ISP peut déterminer si un utilisateur est connecté sur Tor s'il n'utilise pas de pont offusqué comme le OBFS4 ou il se connecte direct ou il utilise un réseau secondaire comme un proxy ou un VPN par-dessus ça pour cacher son activité. Aussi, il y a l'histoire du Packet Origin. Le Packet Origin, c'est dans le fond, d'exposer l'origine de localisation parce qu'il y a eu un moment de lâcheté ou
ou que, dans le fond, qu'il y a une configuration mal à un certain moment, puis ça révèle de l'information sur la localisation physique ou l'ordinateur qui est utilisé. L'ISP et tout ça, de l'information. Et aussi, qu'est-ce qui est très important de faire, c'est de pas faire en sorte que les personnes qui surveillent le réseau associent ton utilisation du réseau Tor avec des activités que les autres considèrent blessées ou ou que tu veux protéger de l'espionnage. Il y a lors de DEFCON 22, il y a eu un hacker, un nom de qui a fait une conférence très similaire à la mienne. Puis il a donné cette quote suivant. Looking for information in Tor is like finding a needle in an haystack. In order to make it more complicated to find the needle, one has to pile up more hay. Dans ce cas-là, je vais l'expliquer dans le cas que ça veut. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que si on met plus de trafic normal, comme par exemple aller sur les sites de nouvelles, aller voir des sites réguliers que ça ne s'associerait pas nécessairement avec Tor pour rendre la recherche de fait plus compliqué. Dans le fond, les personnes voulant aller chercher ton information auraient beaucoup plus de misère parce qu'il y aurait beaucoup plus d'informations que ce qu'ils veulent, puis ça rendrait la recherche de l'analyse de paquets plus complexe que c'est déjà avec les réseaux Tor. Il y a un cas assez commun pour utiliser Tor de façon commune qui s'appelle le cas de l'OSSEC. Ce groupe-là est finalement reconnu parce qu'ils ont dédossé et ils ont fait des injections SQL sur notamment plusieurs sites, dont le Sony PlayStation Network Act qui s'est passé il y a 5 à 6 ans. Et notamment, ils ont attaqué le site de la SCIA. Puis, ça les a fait attirer l'attention d'organismes comme la RIA. Un des membres, Xavier Monsegur, il s'appelle Sabou dans le chat, parce qu'il est un peu pressé, puis il a oublié de connecter à Tor. La FBI quelqu'un s'est rendu compte de ça. La FBI l'a arrêté, il a donné un choix. Soit qu'il aille en prison, il se taise, puis il aille en prison pour un long temps, puis il laisse toutes les conséquences, puis protège ses amis, ou qu'il devienne un snitch, aille une sentence de prison moindre, puis il dénonce tous ses collègues qui travaillaient à collège. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Sabou, il voulait pas aller en prison trop longtemps, ça, il a décidé d'accepter l'offre de la FBI. Puis, à cause de ça, un autre membre, Jerry Hammond, Sub-G, il a été arrêté parce qu'il révélait toute son information sur le chat privé, puis la FBI a pu l'arrêter. Arrêter Jerry Hammond grâce à l'erreur de packet origin de Xavier Monsegur. Une autre affaire qu'il faut faire attention aussi, ce serait de surveiller le réseau qu'on utilise. Dans le fond, de faire de la reconnaissance. C'est une étape très importante pour ne pas la négliger. Dans le fond, quand on utilise Tor, il faut éviter des réseaux et qu'on veut faire une affaire que ça pourrait attirer l'attention. Il faut éviter des réseaux à log très importants, dont notamment les universités, les institutions académiques, des lieux de travail où un sysadmin pourrait mettre beaucoup de logs pour éviter des virus et d'autres activités ou des hacks, puis déterminer qui a fait ça, ou d'autres services comme des VPN gratuits ou whatever qui utilisent beaucoup de logging pour des raisons ici. Dans le fond, il faut favoriser dans ce cas-là des VPN sans log au sens strict, pas dans le sens du marketing, mais dans le sens qu'ils vont pas log peu importe quoi. Il y a un gars qui est un ex-politicien suédois qui a fait un vidéo très intéressant là-dessus. Il a décrit un réseau qui est de cette compagnie-là. C'est pas un des seuls qui fait ça. Mais il a expliqué que le réseau, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il allait pas log, il allait tout détruire l'information identifiable, sauf qu'est-ce qu'il utilisait pour eux, pour déterminer les servers crash, puis réparer leur serveur. Puis il allait tout faire, même switcher de pays s'il fallait, puis abandonner des clients juste pour favoriser la protection et l'anonymité de leurs clients. Ça, quand on fait un attaque, on veut utiliser Tor, puis on sait que ça reste, on doit favoriser ce type de réseau-là à tout prix. Un réseau comme Private Internet Access. Ou sinon, si on n'est pas capable d'accéder à un réseau comme ça, il faut utiliser un réseau on sait qu'on va avoir beaucoup de trafic de personnes qui vont être
qui vont faire beaucoup de différentes affaires, comme par exemple des réseaux publics au McDonald's au Canada ou Starbucks aux États-Unis ou différents réseaux publics Wi-Fi que beaucoup de monde vont utiliser parce qu'ils sont gratuits puis ils vont faire différentes affaires pour en sorte de rendre, pour faire l'effet du needle and haystack pour diminuer et dans le fond, la chance de se faire reconnaître. Il y a un cas avec de négligence avec cet aspect. Dans le fond, le cas d'Eldo-Kim, un étudiant d'Harvard. Eldo-Kim, il a viré fou avec un examen, puis à la place d'avoir une mauvaise note, il stressait beaucoup. Il a décidé d'aller faire un bomb hoax dans certains édifices, dont le Thayer Hall puis l'Emerson Hall. Il a décidé de faire un bomb hoax, puis il a utilisé un service anonyme de courriel, Gorilla Mail. Mais Gorilla Mail a un contrepartie en désentente. Garde l'adresse IP pour identifier les utilisateurs à la place d'un contre-utilisateur. Puis, ils ont fait de la reconnaissance, puis ça a donné un Exonode Tor autant que lui, il a envoyé ce courriel-là. Harvard faisait de la surveillance de trafic, puis ils ont identifié quelques étudiants, dont notamment qui était un des seuls à l'époque. Puis l'analyse trafic réseau avec l'adresse MAC et ça a révélé que lui là. Puis en plus de ça, cet étudiant-là était tellement stressé, il avait peur qu'il il a confessé l'affaire quand les personnes l'ont interrogé à propos de ça. Parce qu'il voulait savoir quel étudiant que les Tor faisait. Il y a plusieurs autres réseaux comme Tor, c'est vulnérabilités, mais il y a d'autres réseaux aussi anonymes qui sont disponibles pour pour la communication. Donc, il y a un réseau qui s'appelle I2P, qui est un peu moins connu que Tor, mais qui est un réseau du Darknet, offre plusieurs services cachés comme du chat, des courriels, des sites de communication, de video streaming, whatever. Puis, comparé à Tor, il utilise le local host de la machine locale comme gateway pour rentrer ça. Ce qui veut dire que si on veut accéder à un site du ClearNet, comme par exemple le Guardian ou le New York Times, ou un site qui n'a pas de service de Etherpay, ça veut dire, dans le fond, qu'on va révéler notre adresse IP régulière. So, il faut faire très attention quand on utilise ce réseau-là. Un autre outil disponible, ce serait les VPN. Un VPN, ça permet de cacher le DNS, de faire la connexion, faire du cachage cacher le DNS pour savoir, pour dire à l'esprit que pas savoir qu'est-ce qu'on Google ou quelle adresse IP quel keyword on utilise pour faire une URL pour aller dessus. Ça permet aussi une fonctionnalité de bypass à censure, dont notamment un cas fameux de censure qui est pas nécessairement, qui peut être un peu plat pour certains, ce serait notamment qui est utilisé pour bypass des censures gouvernementales comme la GEMA en Allemagne, ou qui décide de bloquer tous les vidéos musique à cause que le monde ne paye pas d'argent. Et tant qu'il ne paye pas d'argent, il bloque la musique vidéo. Ou décide de censurer comme comme j'ai mentionné précédemment, comme New York Times ou Guardian ou Washington Post pour bloquer dans certains autres pays. Ça permet aussi de cacher la localisation plus safe d'où qu'on est. Ce qui veut dire que quand on fait des tests de DNS leak ou de What is my IP, ça va rentrer dans un autre pays ou une autre ville où qu'on est si on décide de l'utiliser. Ils permettent aussi comme NordVPN puis TorVPN notamment, et plusieurs autres services permettent d'accéder directement sur le réseau Tor, puis ils sont connectés ils sont faits exprès pour qu'on utilise directement ça pour rendre le tracking encore plus compliqué. Ça protège et encrypte le trafic, les différents types de trafic, les paquets réseau qu'on envoie. Puis il y a une grosse version, c'est les free puis les paid VPN services, que je vais parler un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on cherche un VPN, c'est les protocoles. Il faut favoriser des protocoles modernes comme le protocole OpenVPN. Éviter des protocoles anciens, des vieux protocoles qui sont pas très mis à jour, comme le PTP. Puis aussi, il y a d'autres protocoles, dans le fond, comme le L2TP qui utilisent ça principalement sur les machines Windows, mais que ça peut être sécure qu'OpenVPN, mais ça dépend de l'encryption de la personne qui l'a mis, qui a configuré le serveur. Aussi, j'ai entendu un nouveau service qui s'appelle IPv2/IPsec qui permet de faire l'encryption avec un algorithme d'encryption AES-256 ce standard-là.
plus appliquer la technologie Forward Secrecy. Forward Secrecy, c'est une technologie qui permet de faire le renouvellement des clés d'encryption à chaque intervalle régulier. Par exemple, ça, 100 minutes. Ce qui veut dire que si un hacker ou une personne malicieuse veut, ou un gouvernement brise la clé d'encryption, elle va juste avoir le trafic de 10 minutes de certains clients. À cause ces clés sont constamment renouvelées, tu peux pas avoir tout le trafic. Il y a aussi d'autres protocoles comme le protocole STP ou sur Windows ou OpenConnect qui est surtout utilisé en entreprise qui utilise une clé d'encryption GNU TLS 228. Qu'est-ce qu'on veut rechercher on cherche un VPN? Il faut éviter dans ce cas-là, c'est gratuit, ce n'est pas bon. Il faut éviter d'utiliser les VPN gratuits si possible, parce que comment ils font leur argent, parce qu'ils ont besoin de run leur serveur, tout ça, c'est pas des volontaires comme le FF ou Tor qui mettent leur truc gratuit, puis que c'est le FF qui fait tout ça, puis c'est des volontaires. Eux autres, il faut qu'ils payent les data centers. Si c'est gratuit, ils vont espionner sur les données pour se faire de l'argent pour payer leur data center. L'Internet des data centers et tout ça. Donc, il faut que la compagnie VPN fasse tout dans son pouvoir possible pour éviter les cas d'espionnage puis de déanonymisation. Dans le fond, d'offrir l'encryption la plus sécure qui peut être possible, offrir les possibilités d'utiliser un protocole sécure comme OpenVPN, offrir un DNS dédié, plusieurs autres histoires. Puis aussi, il faut lire le privacy policy de chaque VPN intéressé pour voir s'il protège vraiment la vie privée. Surtout dans le cas où un organisme, quel organisme ils vont envoyer il y a des requêtes, quels organismes vont rester écouter. Est-ce que ça existe des gouvernements compétents comme eux autres d'Europe ou dans les États-Unis qui vont pas demander des affaires sexuelles, qui vont répondre à des claims de compagnies privées qui veulent de l'information juste pour la vente ou de gouvernements qui vont juste ça pour la censure totale. Puis en plus de ça, il faut faire des tests de leaks, notamment les leaks DNS que j'ai mentionné tantôt. Puis aussi, il y a plusieurs autres tests. Il y a des leaks qui peuvent arriver avec la WebRTC de vérifier ça. Si ça leak, le WebRTC qu'il faut désactiver. Aussi, l'IPv6, s'il est activé sur les machines, de voir si on a l'Internet IPv6. Peut-être que le VPN protège juste l'IPv4. Sauf peut-être on va avoir l'adresse réelle d'IPv6 va être utilisée pour et ça va leaker une information. Il faut que ça offre il faut que ça offre un protocole de type OpenVPN avec une très bonne encryption, parce que ça serait une des façons les plus sécures possibles. Puis aussi, une affaire que j'ai déjà entendu parler dans plusieurs fois, puis ça pourrait aussi, c'est une des raisons pourquoi il y a certains qui sont fait pogner là-dessus, notamment le cas de Freedom OC. Il faut que tu fasses attention à la méthode de paiement, puisque si tu payes avec ta carte de crédit réelle, ils vont avoir accès au transaction record, puis tu vas avoir le vrai nom ou whatever. Si on peut faire attention, on peut faire avec Bitcoin ou une autre méthode de paiement anonyme. Et ça pourrait, que lorsqu'il y a information de paiement, ça peut révéler notre vraie identité. Il y a un autre outil qui est offert pour qui permet d'encrypter, de protéger les encrypted chats, comme qui encrypte les messages envoyés, comme dans le Slack qu'on a, mais après, ça utilise un algorithme d'encryption pour chaque fichier puis un message envoyé. Ça peut utiliser le réseau Tor, comme dans le cas du Tor Chat que je vais parler, une prochaine diapo. Ça peut utiliser différents protocoles d'envoi qui sont disponibles pour le chat, dont notamment l'IRC, l'XMPP, d'autres. Puis ça peut utiliser d'autres, il y en a, ils sont chacun différents et ils utilisent des algorithmes d'encryption différents. Donc, certains vont avoir des algorithmes très modernes, d'autres pas des algorithmes qui sont un peu dated, d'autres avec d'encryption très forte, mais qui est lente, puis d'autres pas d'encryption, mais très rapide. Je vais vous voir deux exemples qui sont connus. Le Tor Chat et CryptoCat. On va commencer par Tor Chat. Tor Chat, c'est un réseau qui utilise le réseau Tor pour communiquer. Il utilise des licences cachées, des sites .onion pour maximiser l'anonymat. Mais
ce service-là semble beau sur papier, mais j'ai lu un article de l'Université de Tallinn en Estonie en 2015 qui parlait de ce système-là, mais qui disait qu'ils ont pu faire, il y a eu beaucoup de corruption, le programme cause beaucoup de corruption mémoire. Puis notamment quand on mettait plusieurs fichiers, l'upload de plusieurs fichiers en rangée, ou qu'il y avait un fichier de plus grand que ou égal à 20 mégabits à la fois, puis qui permettait notamment de override la mémoire, puis introduire des fonctionnalités, puis de faire du spawning avec. Puis dans ce rapport-là, qui date de 2015, il disait que les versions de Debian puis de Arch, il fixait ces patchs-là, mais que Windows, quant à lui, il fallait l'éviter à tout prix parce qu'il y avait ces vulnérabilités-là. Il pouvait exposer et être manipulé pour exposer plein d'informations. Puis finalement, un chat qui est plus moderne et updaté, ce serait CryptoCat, que sûrement plusieurs de vous avez entendu parler parce qu'ils ont un très bon bug bounty programme. CryptoCat, ça utilise un algorithme d'encryption différent dépendant de qu'est-ce que tu envoies. Et ça utilise un EIS pour l'encryption, plus ça utilise un hachage. À place de loguer l'information pour la login, en plein texte, ça utilise un hash de SHA-256 qui apparemment, selon la dernière fois que j'ai vu sur Hacker News, c'est pas très facile à briser parce que il n'utilise pas l'MD5 ça peut être brisé facilement, ni le SHA-1 parce qu'il faut pas, mais surtout que ça peut être brisé en une heure, ces affaires. Ça utilise le protocole de chat XMPP pour faire le chat. Puis aussi, quand on envoie les fichiers, ça les encrypte. Les fichiers en tant qu'affaire pour éviter que lorsqu'on envoie un fichier, ça révèle l'information de nos identifiants. Puis, puis aussi, il y a un programme de bug bounty très généreux pour ceux qui sont bons à hacking, qui peuvent découvrir des failles mémoire. Alors, pour déterminer ça, parce qu'ils veulent être le système le plus sécure possible. Et puis aussi, j'ai oublié de mentionner ça dans la présentation, je vais mentionner tant qu'à faire, les fichiers sont sauvegardés sur un serveur, mais pour éviter des problèmes d'espace, puis pour la sécurité, ils vont enlever les fichiers. Quand tu mets un fichier uploadé là, il faut que tu le mettes à jour à chaque 30 jours parce qu'ils vont l'enlever pour économiser de l'espace pour une protection. En conclusion, il faut utiliser l'utilisation d'outils multiples comme les VPN, Tor, les chats et tout ça intelligemment. Et dans le fond, toujours savoir si on utilise un outil, c'est quoi la meilleure façon de l'utiliser. Il faut aussi s'assurer que toujours notre système d'exploitation puis les logiciels pouvant reveal l'information soit le plus sécure possible. Puis aussi, avec chaque étape, il faut toujours faire de la reconnaissance réseau puis de différents types de reconnaissance parce que c'est très important de s'assurer que le réseau, le login du réseau, notamment, puis d'autres, et de s'assurer de savoir qu'est-ce qu'on a à faire avec pour déterminer si on doit déplacer sur un autre réseau ou est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce qu'on doit mettre un VPN de par-dessus, puis whatever. Il faut aussi faire attention aux différentes politiques des ISP / VPN / provider d'Internet pour voir s'ils logent. Qu'est-ce qu'ils font avec les logs? Combien de temps ils les gardent s'ils loguent? Est-ce qu'ils vont loguer ces affaires est-ce qu'ils vont loguer sur Tor? Est-ce qu'ils comprennent avec le DMCA, avec les compagnies privées? Si oui, et ils savoir comment ils deal avec ces affaires. C'est les données lorsqu'ils sont forcés à donner les données des clients. Et aussi, il faut faire attention aux certains services gratuits qui ne sont pas open source ou maintenus par les volontaires. Parce qu'ils pourraient, notamment les VPN, parce qu'ils pourraient contenir des caches cachés, dont notamment du VPN gratuit qui snoop ses données ou Windows 10 gratuit qui snoop ses données en plus parce qu'il faut qu'ils se fassent de l'argent d'une façon. Si c'est pas open source ou maintenu par des volontaires, ça veut dire que c'est gratuit, il y a une cache puis ça peut snoop l'information. Merci. Avez-vous des questions? Lavez vos mains si vous avez des questions.
Il n'y a pas de questions? Oui. Comme un cellule, j'ai l'impression que c'est des techniques de sortir en guerre, mais ça peut être Oui, ça pourrait être utilisé pour l'utilisation quotidienne. Ça peut être utilisé, mais la seule affaire avec Tor pour l'utilisation quotidienne, c'est qu'il faut que tu développes ta patience parce que c'est très lent, puis il y a certains sites dans le Slack qui ne fonctionnent pas, puis il faut que tu utilises différents outils à cause du JavaScript et tout ça, mais ça peut être utilisé pour des affaires anonymes quand ils cherchent des medical records. Je parle plutôt du contexte de guerre, d'aller en guerre en ce moment parce que c'est les meilleurs cas qui ont montré pour la sécurité. Mais si on veut utiliser Tor pour aller sur des réseaux, pour aller faire le trafic de tous les jours puis être anonyme, be my guest. Prenez juste en compte que tous les réseaux qu'on a présentement sont tous scannés, c'est au Canada ou aux États-Unis, par défaut, on devrait tout utiliser. Il y a juste un pays que je connais qui espionne pas. La Roumanie. Les autres vont juste attaquer. Mais non, ça, le trafic de terre, c'est à 80-85% légitime. Le monde l'utilise pour bypasser les règles du coroner. D'autres questions? Oui. Pour Android, il y a quelque chose qui dit pour chatter ou utiliser le logiciel SMS sur son téléphone. Téléphone, j'ai pas checké, mais il y a Tor parce que j'ai pas de téléphone. C'est le problème, c'est que moi, j'utilise principalement les ordi. Mais sur Android, j'ai checké une fois parce que moi, j'ai une tablette. Puis, tu peux utiliser le Tor browser si ça te tente. Peut-être qu'il y a CryptoCast sur le cellulaire. Il faudrait que je check sur le Play Store. Mais peut-être qu'il y en a d'autres où va checker des alternatives. Il y a un site qui s'appelle Alternative 2, va checker CryptoCat ou TorChat puis vérifier quelles sont les alternatives. C'est la meilleure fois que je peux dire. Les Guardian font un chat secret. Je pense que c'est Guardian, c'est le premier site de nouvelles à utiliser le Darknet. Ouais, Ça m'a dit que un peu en arrière, le signal, ils sont en signal. Ouais, c'est vraiment on fait pour faire parce que je pense que pourquoi c'est là, mais il y avait un mandat pour une personne, je pense qu'elle avait sur un autre téléphone, l'adresse secrète dans la connexion. C'est ce que tu regardais, je pense que le service est fiable, il y a pas de problème. Ouais, c'est une réponse fiable. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y avait une autre main levée? Est-ce que vous pouvez la lever, ceux qui avaient une main levée? OK, vous voulez, c'est une question? Le RSA 1024. Ça, c'est l'encryption. J'ai checké l'encryption. C'était très difficile à obtenir l'information, mais ça, c'était la date de 2014. Peut-être que ça a changé, mais ça, c'était un peu sur un. C'était ça. Je crois que oui, ça doit être constamment renouvelé parce que c'est open source, puis le FF. Le FF, eux autres sont très agressifs là-dessus, ils vont updater leur technologie très efficacement. Peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est pas public leur algorithme d'encryption, puis c'est la seule affaire d'information que je pouvais obtenir, c'était lui de 2014 puis c'est 2024. Peut-être que c'est en 2048, je ne sais pas. 96, il y a plusieurs VPN que je connais qui utilisent ça, sauf peut-être Tor pourrait l'utiliser, c'est plus sécure dans les VPN, notamment Express, puis Tor et NordVPN offre la possibilité, pourquoi Tor ne pourra pas l'utiliser. t'as plus qu'un node aussi. Ouais. C'est sur la performance. Oui. C'est sûr. C'est bien. D'autres questions? Merci.